Après la France et avant la Suède, la République tchèque est à la présidence du Conseil de l'Union européenne entre le 1er janvier et le 30 juin 2009. La période est difficile avec les conséquences de la crise financière actuelle, mais l'interlocuteur l'est aussi. Les Tchèques sont franchement eurosceptiques, tout autant que leur président de la République, Václav Klaus. Alors faisons connaissance avec ce pays. Voici l'Union européenne et ses 27 membres. La République tchèque est au cœur de l'Europe, avec l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l'Autriche pour voisins. Le pays fait environ 80 000 km², il a un peu plus de 10 millions d'habitants et il s'organise autour de 2 régions historiques. La Bohême, où se trouve Prague, la capitale, et la Moravie, avec Brno, deuxième ville du pays. Les Tchèques sont largement majoritaires, 90% de la population du pays. Mais vivent aussi là des Moraves, des Slovaques, des Polonais, des Allemands, des Roms, des Hongrois et des Ruthènes. C'est à partir du VIe siècle de notre ère que les peuples slaves viennent s'installer en Bohême et en Moravie. Ces Slaves sont les ancêtres des Tchèques d'aujourd'hui. Ils vont former alors un petit duché qui devient, à la fin du IXe siècle, le vassal de leur puissant voisin occidental, le Saint-Empire romain germanique. Ce qui marque l'entrée de la Bohême dans la zone d'influence germanique, avec pour conséquence une importante colonisation allemande. La capitale Prague accueille la première université d'Europe centrale, en langue allemande, établie en 1348 par le roi de Bohême, Charles Ier, qui devient ensuite saint-empereur romain et germanique. Deuxième événement que l'on peut retenir, c'est l'émergence d'un mouvement religieux réformiste lancé au XVe siècle par Jan Hus. Ce mouvement est important car il s'oppose à la domination impériale des souverains germaniques sur la Bohême. C'est de Prague que part en 1618 la guerre de 30 ans, et elle voit s'opposer protestants et catholiques après la fameuse défenestration de Prague. Les nobles tchèques, contestant l'autoritarisme des Habsbourg, poussèrent les 3 délégués impériaux par la fenêtre du château de Radžin, avant de désigner comme souverain le protestant Frédéric V de Palatinat. Mais les Tchèques vont être vaincus militairement par les Autrichiens, ils perdent alors toute autonomie et demeurent sous la tutelle des Habsbourg d'Autriche jusqu'en 1918. Troisième événement déterminant, c'est la Première Guerre mondiale. Les Tchèques qui se sont engagés militairement aux côtés des Alliés proclament leur indépendance le 28 octobre 1918 et forment avec les Slovaques et les Ruthènes un État commun. C'est la naissance de la Tchécoslovaquie. Mais c'est un État fragile. Les Slovaques, agriculteurs, et les Tchèques, plus industrialisés, sont peu habitués à vivre ensemble, et les frontières du nouvel État, décidées par les traités de Versailles et de Saint-Germain, sont longues et difficilement défendables. Et de plus, dans les zones frontalières vivent d'importantes minorités hongroises, dans le sud de la Slovaquie, et allemandes, dans la région des Sudètes. Eh bien, souvenez-vous, c'est cette région des Sudètes qui est annexée par l'Allemagne nazie en 1938, annexion ensuite entérinée par les accords de Munich. C'est le 4e événement marquant de l'histoire tchèque. Les Sudètes sont alors attachés au Reich, les minorités hongroises à la Hongrie, la Slovaquie devient indépendante et la Bohême-Moravie est transformée en protectorat allemand. L'après-guerre est sans doute mieux connue. Après la libération du pays par l'armée rouge, les populations allemandes des Sudètes sont expulsées et la Tchécoslovaquie devient en mai 1948 une démocratie populaire. Et hormis la parenthèse du printemps de Prague de 1968, lorsque Alexandre Dubček devient premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque et propose un socialisme à visage humain, c'est-à-dire suppression de la censure, libération d'écrivains emprisonnés, réhabilitation des victimes de la période stalinienne, attitude plus favorable à l'Église, autorisation pour des voyages à l'étranger, le printemps de Prague passe directement à l'hiver, avec l'entrée des chars à Prague en août 1968, et le pays reste dans le bloc communiste jusqu'à novembre 1989.
Et finalement, dès la chute du mur de Berlin, pour ce pays de l'Europe kidnappée, comme l'écrivait Milan Kundera, l'objectif premier va être de réintégrer la famille des nations européennes. Et pour cela, rejoindre les structures euro-atlantiques. Les Tchèques et les Slovaques se séparent le 1er janvier 1993 lors d'un divorce de velours. La République tchèque rejoint l'OTAN en 1999 et l'Union européenne en 2004. Alors comment marche l'économie de ce pays? Elle est plutôt performante. En 2007, la croissance est de 6,5%, le taux de chômage autour de 5%, et le PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, était en 2007 de 20 200 €. L'économie tchèque, en effet, est d'abord tirée par un secteur industriel qui est dynamique, machines-outils, usines automobiles. La marque nationale Skoda est une filiale de Volkswagen à Mladá Boleslav, au nord-est de Prague. On trouve depuis 2004 installé à Kolín le consortium franco-japonais, Toyota, Peugeot, Citroën Automobile. Le sud-coréen Hyundai s'est installé depuis 2007 à Nosovice, en Moravie du Nord. Ensuite, il y a les services qui occupent maintenant plus de la moitié de la population active, notamment dans les secteurs du commerce et du tourisme. Je vous rappelle que Prague est une ville millénaire qui possède des trésors d'architecture, de styles et d'époques différents qui attirent des touristes du monde entier. Et puis enfin, il y a l'agriculture qui ne représente que 3% du PIB, mais qui produit des bières mondialement réputées. La Pils n'est pas allemande, mais tchèque, et la Budweiser Budvar est également fabriquée en Tchéquie. Maintenant, voyons les liens avec l'Europe. La République tchèque a rejoint l'Union en mai 2004. Les Tchèques avaient voté pour à 77%. Et l'Union apparaît pour ce petit pays de seulement 10 millions d'habitants comme un troisième acteur incontournable, permettant un rééquilibrage des forces avec ses deux grands voisins, allemands et russes. Et pourtant, cette République, maintenant à la présidence du Conseil de l'Union européenne jusqu'en juillet 2009, inquiète par son euroscepticisme. Alors peut-être est-ce lié au passé de ce pays, à la mémoire collective des Tchèques, mais les hégémonies allemandes puis soviétiques ont poussé la diplomatie tchèque à opter pour une posture franchement atlantiste. La République tchèque adhère donc à l'OTAN en 1999. En 2003, Prague soutient l'intervention américaine en Irak. Elle y envoie un contingent dans le cadre des forces multinationales de la coalition. Une équipe médicale d'environ 400 personnes a été envoyée, suivie par un contingent de policiers tchèques déployés à Bassora. Et de plus, Prague compte en 2009 porter le contingent tchèque en Afghanistan à 700 soldats pour des missions de reconstruction, d'assistance médicale et d'entraînement. Dernier élément à connaître, la Tchéquie a donné son accord à Washington pour le déploiement d'un radar à Jinsei, s'inscrivant dans le réseau de boucliers antimissiles que mettent en place les États-Unis pour se prémunir de la menace iranienne. Sauf que la Russie voisine ne croit pas une seconde que ce soit un moyen de dissuasion pour contrer l'Iran. Moscou pense au contraire que ce système d'alerte et d'intervention est directement dirigé contre elle, ce qui est source de tension entre Washington et Moscou, et du coup entre Moscou et Prague. Mais également entre Prague et l'Union européenne, car Bruxelles aurait nettement préféré des négociations d'ensemble, une approche commune des États membres de l'Union, pour traiter de ce dossier du bouclier antimissile, évidemment très sensible dans les relations Europe, Russie, États-Unis. Or, Prague a donc, là aussi, fait cavalier seul. Alors, quels sont les objectifs, du moins affichés, de la présidence tchèque ? La défense d'une Europe ouverte et compétitive, c'est-à-dire la poursuite de la libéralisation de la politique commerciale, éliminer toute entrave au marché du travail, augmenter la sécurité énergétique en diversifiant les sources d'approvisionnement en hydrocarbures, s'opposer à toute intervention des États dans la crise financière actuelle et faire entrer la Croatie dans l'Union, alors que la présidence française a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvel élargissement sans l'adoption du traité de Lisbonne. Alors quelle sera la stratégie finale de Prague lors de cette présidence tchèque ? Eh bien finalement, seules les bonnes surprises sont attendues.
En attendant, le gouvernement traîne les pieds pour soumettre le traité de Lisbonne à la ratification du Parlement tchèque et le pays a décidé de reporter sine die son adhésion à l'euro. Alors vous pouvez lire utilement les fondamentaux de l'Union européenne, démographie, économie, c'est édité chez Ellipse et c'est un livre de Pierre Verluise. Vous avez aussi un dictionnaire critique de l'Union européenne, c'est un collectif, c'est édité chez Armand Collin. Et surtout, n'oubliez pas l'écrivain tchèque Milan Kundera. Vous pouvez relire le superbe Insoutenable légèreté de l'être ou bien le livre du rire et de l'oubli. Et c'est édité chez Gallimard. Dans un